Eh bien, bonjour. Je suis très flatté, très honoré de parler devant une telle assemblée. Donc, je tiens à vous remercier de m'avoir invité pour parler de la mission Sport Santé qui m'était confiée de novembre 2022-2023. Donc, c'est François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, qui m'avait proposé cette mission, connaissant mon intérêt pour ce thème. Alors, je parlerai plus, effectivement, comme le disait tout à l'heure Alexandre, plutôt que de sport santé, d'activité physique santé. Le sport un peu restrictif, c'est souvent le sport assimilé souvent à la compétition. Or, l'objectif, c'est de bouger. Or, le mouvement, on l'a au quotidien, effectivement, à travers ses déplacements, ses activités du quotidien. Donc ça me paraît important. Puis il y a une petite définition simple. Qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé? L'OMS a une définition que je trouve intéressante et qui pourrait effectivement être connue de tout le monde. Donc la bonne santé, c'est un bien-être physique, psychologique, psychique, cognitif et social, chose importante également. Voilà la définition de la bonne santé. Donc cette mission m'a été confiée par François Braun et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques en 2024. L'objectif, c'était de renforcer et développer l'offre de sport santé et de proposer des solutions pour mieux communiquer auprès des populations cibles sur les bienfaits de l'activité physique et sportive. Alors pour ça, je me suis fait aider d'un groupe d'experts avec des gens reconnus vraiment dans le domaine, avec des professeurs de médecine, avec des anciens sportifs, Odile et Stéphane Diagana, des chercheurs et également des élus locaux, parce que je pense que c'est extrêmement important. Le rôle des élus locaux à travers leur rôle dans les collectivités est absolument primordial pour mettre en place des dispositifs. Et puis bien évidemment, Alexandre Feltz en a fait partie, parce que qui dit sport santé, sport sur ordonnance, inévitablement on pense à Alexandre Feltz, qui est quand même la référence en France et au-delà, mon cher Alexandre. Vous pouvez l'applaudir. Alors, je vais vous donner quelques chiffres révélateurs un petit peu de la problématique. C'est la première place, l'activité physique et la sédentarité sont en première place dans le palmarès des causes évitables dans le monde. C'est absolument énorme. Alors, comme tu as fait fort justement rappeler, on peut être effectivement actif physiquement et sédentaire. Vous avez beaucoup de grands sportifs français qui sont de grands sportifs mais qui sont sédentaires. Après l'entraînement, ils vont passer 6-7 heures à jouer sur des consoles ou être allongés. Donc les deux sont absolument complémentaires. C'est 10% de la proportion de décès en Europe liés à l'inactivité physique et à la sédentarité. Et chose extrêmement inquiétante pour notre jeunesse, l'OMS a classé les pays pour classer le niveau de pratique d'activité physique et sportive chez les adolescents. Nous sommes 119e sur 146, ce qui est absolument effroyable. Et 95% de la population est soumise à un risque de détérioration de sa santé par manque d'activité physique. Alors, je ne dis pas que 95% des gens sont effectivement totalement sédentaires et autres, mais ils ont un risque à travers nos modes de vie. Tous nos modes de vie vont vers de moins en moins de mouvements, les trottinettes électriques, les ascenseurs, les escalators, enfin tout est fait pour ne pas bouger. Donc on est tous à risque et si on ne fait pas attention, on peut effectivement très rapidement être confronté à cette problématique. Ce qui est également important, c'est que nos enfants ont perdu 25 à 30% de leur capacité cardio-respiratoire en 40 ans. C'est énorme. Et 2 jeunes sur 3 présentent un risque sanitaire préoccupant qui est caractérisé par 2 facteurs de risque. Moins d'1 heure d'activité physique et sportive par jour. C'est les recommandations de l'OMS. Alors, qui dit activité physique et sportive, ce n'est pas 1 heure de sport en club. C'est les déplacements du quotidien, c'est à l'école à vélo, c'est toutes ces choses-là. Et également plus de 2 heures d'écran. Et ça touche effectivement un peu plus les femmes que les hommes, et en particulier les jeunes femmes. À partir de l'adolescence, effectivement, il y a un décrochage important. Vous voyez, 79% des jeunes de 11 à 17 ans sont en dessous des seuils recommandés d'activité physique par l'OMS. Pardon. Et également, c'est un coût économique extrêmement important. Alors, le premier chiffre peut paraître absolument sidérant, 140 milliards par an. C'est un chiffre qui m'avait assez étonné, mais finalement qui est totalement véridique, parce que Martine Duclos, vous êtes partie donc du groupe de travail, y a participé. Donc là, on compte le coût pour la santé, mais le coût économique, effectivement, on intègre les décès, les nouvelles pathologies. Donc c'est quand même effectivement sidérant. Mais ce qui est important, c'est que pour 1 euro investi dans l'activité physique,
ça fait 1,7 € économisé pour la santé. Donc il est intéressant d'investir dans l'activité physique, chose qu'on a beaucoup de mal encore à faire passer auprès de nos dirigeants. Je ne reviens pas sur les bénéfices. Donc effectivement, les bénéfices sont extrêmement importants sur quasiment tous les organes, sur le cerveau, il y a moins de 30% de dépression, moins d'AVC, moins de risque de cancer du côlon. Sur le cancer du sein, c'est jusqu'à 40 à 60% de risque de récidive en moins lorsqu'on pratique une activité physique. Et puis dans la dépression également, il est prouvé que l'activité physique dans la dépression légère à modérée est plus efficace que tous les traitements. Alors l'activité physique adaptée ou à pas visée thérapeutique, sport sur ordonnance, est très spécifique, effectivement. Toutes les études scientifiques prouvent l'efficacité de l'activité physique et sportive en prévention primaire, secondaire et tertiaire. L'APS est désormais considérée comme une thérapeutique non médicamenteuse. Dans son dernier rapport, l'INSERM en 2019 disait même que ne pas prescrire une activité physique à ces patients est une perte de chance pour eux. Donc c'est absolument essentiel. Depuis 2016, les médecins traitants ont la possibilité de prescrire de l'APA aux patients présentant une affection de longue durée. Et depuis le 2 mars 2022, la loi de démocratisation du sport a élargi la prescription à tous les médecins, et à toutes les maladies chroniques, à tous les facteurs de risque et aux personnes en perte d'autonomie. Donc désormais, le spectre est très large. OK. Donc, durant la mission, nous avons auditionné à peu près 70 acteurs du monde de la santé, du sport santé, du monde professionnel, des politiques, de l'enseignement. Nous avons évalué les politiques sport-santé des ARS et des DRAGES. Les ARS, vous connaissez tous, les DRAGES, c'est Direction régionale académique jeunesse et sport. On a évalué leurs actions et leur financement. Nous avons rencontré la Caisse nationale d'assurance maladie, la Mutualité française, le ministère de l'Éducation nationale, les conseillers santé et sport du président de la République. Donc, vous voyez, on a auditionné beaucoup de gens. Alors, les enseignements, nous avons une très grande disparité du financement du sport santé en France. Vous voyez, ça va de 0,11 € par habitant pour le centre Val-de-Loire. C'est ma région, je ne suis pas très fier. Et le plus, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon avec 2,59 € par habitant, la moyenne métropolitaine étant 0,31 € et les territoires ultramarins à 0,92 €. On peut signaler que dans les territoires ultramarins, pour une fois, ils sont bien en avance sur la métropole. Il y a un investissement très important. Et les ARS contribuent au financement global des politiques de sport-santé à hauteur de 13 millions, donc plus que les DRAGES, qui, elles, par contre, financent beaucoup plus les maisons sport-santé, qui portent en général les dispositifs de sport-santé sur ordonnance. Donc vous voyez une très forte disparité d'une région à l'autre pour le soutien en maison sport-santé. Ça va de 6 500 € dans les 3 régions les plus peuplées jusqu'à 38 000 € dans le Grand Est et à La Réunion. Une nouvelle fois, ici, nous sommes dans un environnement très particulier. Strasbourg et le Grand Est sont vraiment, c'est les régions, à mon avis, phares. C'est vraiment l'exemple à suivre. Et quand il y a suffisamment de financement, une structuration cohérente et collaborative et une bonne visibilité des acteurs et des actions, cela fonctionne. Très souvent, il y a des difficultés, effectivement, de prescription de la part des médecins parce qu'ils ne savent pas à qui adresser leurs patients, ils ne savent pas exactement à quoi ça consiste, et donc c'est vrai que c'est une vraie problématique. Mais alors, si c'est bien structuré et bien visible, ça fonctionne très bien. Et puis, la prise en charge des publics fragiles et la jeunesse est une priorité. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre jeunesse est en grande difficulté. Et si on ne fait pas garde, c'est des futurs patients. Il faut savoir que votre niveau de capacité physique à l'adolescence conditionne votre vie future. Or, actuellement, on s'aperçoit que des jeunes ont des pathologies déjà d'adultes à 18 ans, on commence à en voir. Et François Carré, vous connaissez peut-être, qui faisait partie de mon groupe de travail, qui est cardiologue, a constaté que la première cause de décès dorénavant à 30 ans d'arrêt cardiaque, c'est l'infarctus du myocarde. Avant, c'était 40-45 ans. Donc ça va très vite. Donc il est absolument essentiel de sensibiliser notre jeunesse. Donc la prévention primaire, chez eux, c'est vraiment très important. Alors les facteurs favorables au développement du sport santé, c'est une volonté politique nationale partagée claire de développer le sport santé. On y a cru, Alexandre, pendant quelques mois. Malheureusement, on l'a rapidement déchanté parce que notre François Braun n'a été ministre que pendant 1 an.
Il faut une vraie politique de financement pérenne de l'APA à visée thérapeutique et les maisons sport santé en particulier. Donc ça, c'est absolument important. Quand on n'aura pas un financement pérenne et national et de droit commun, on va bricoler. Donc il y aura une vraie inégalité territoriale qui effectivement existera. Il y aura des régions extrêmement investies, des collectivités locales investies, mais il y en a d'autres où effectivement l'offre n'existe pas. Donc il faut une gouvernance territoriale claire et collaborative, un accompagnement, une formation, une communication des professionnels de santé. On s'est aperçu qu'énormément de médecins généralistes en particulier ne savaient pas comment prescrire l'APA à visée thérapeutique. Donc ça nécessite une formation durant les études et en formation continue. Et puis, il faut sensibiliser la population aux bienfaits physiques, psychiques, cognitifs et sociaux de l'APS. Alors, nous avons fait de nombreuses recommandations, je crois qu'on en a une soixantaine. Mais la première, quand même, pour nous, c'est de faire reconnaître et de financer par l'assurance maladie les programmes d'APA visée thérapeutique suite à une consultation médicale et en respectant, bien évidemment, les préconisations de la Haute Autorité de Santé. Tant qu'on n'aura pas ce financement par l'assurance maladie, malheureusement, je pense qu'on aura des difficultés à faire décoller les dispositifs. On a eu de bons contacts avec la CPAM, avec la CNAM, pardon, avec M. Fatome en particulier, qui avait l'air assez motivé, mais ça n'a pas été plus loin. Il faut un financement pérenne des maisons sport santé par l'ONDAM et un financement complémentaire par des ARS et DRAGES, les collectivités locales, les conférences régionales du sport. Il faut intégrer la prescription à la ROSP. Maintenant, bon, c'était remplacé, je crois, par le forfait prévention primaire et secondaire, et charger les délégués de l'assurance maladie de sensibiliser les médecins. Bon, ça c'est pareil, introduire la formation initiale et continue chez tous les professionnels de santé, reconnaître les EAPA comme auxiliaires médicaux, ça nous paraît essentiel aussi. Les EAPA, c'est les enseignants en activité physique adaptée. S'ils avaient ce statut, ça faciliterait grandement, à mon avis, la fluidité dans les maisons sport santé en particulier. C'est pareil, c'est une revendication malheureusement, qui pour l'instant n'est pas été suivie des faits. Et puis sur la jeunesse, alors ça c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, c'était d'évaluer chaque année par un même test validé scientifiquement les capacités physiques des élèves, au moins au collège ou au lycée, si possible dès le primaire, ainsi que leur niveau d'activité physique et de sédentarité, et de proposer effectivement aux enfants en difficulté des cours de rattrapage en définitive, car on s'est aperçu au cours d'une étude qui s'appelle l'étude inversée des courbes, qu'avec très peu de choses, on peut totalement inverser la dynamique. Cette étude a été faite sur 9000 élèves. Le niveau de base des élèves, c'était des élèves de 10 à 12 ans, était absolument dramatique, avec des niveaux de conditions physiques extrêmement faibles. Mais au bout de 10 séances, à raison de 2 séances par semaine d'un quart d'heure adaptées, individualisées, ils ont augmenté nettement leur capacité, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est totalement réversible. Et éventuellement orienter les élèves vers de l'APA extrascolaire dans les maisons sport santé. Faire une évaluation de la condition physique également durant les rendez-vous de prévention 25, 45 ans, 65 ans. La loi de 2022 avait proposé qu'il y ait un professionnel de l'APA dans toutes les EHPAD et résidences seniors, on en est loin. Ce serait très intéressant parce qu'on sait que la première cause de dépenses de santé chez les personnes âgées, c'est les chutes. Or, effectivement, à travers des programmes adaptés, on pourrait nettement limiter ces chutes. Et puis dans le monde professionnel également, ce qui serait intéressant, c'est de promouvoir l'activité physique à travers des kits, à travers des sensibilisations, voire des programmes d'activité physique dans les entreprises. Et puis, une recommandation qui nous semblait vraiment très intéressante, c'est de nommer un délégué interministériel au sport santé. On a eu un écho favorable, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, bien évidemment, voilà, cette mission, il y a eu du positif, il y a eu du négatif. On va commencer par le négatif. C'est la valse des ministres de la Santé. On a eu 4 en 15 mois, donc ce qui nous a perturbé fortement. On n'avait jamais le même interlocuteur, avec un manque de continuité, un manque d'intérêt de la part de certains interlocuteurs. Mauvaise application des directions, en particulier la direction générale de la santé, qui devait techniquer nos mesures et puis qui finalement n'a pas fait grand-chose. Le sport santé est principalement soutenu par le ministère des Sports. Paradoxalement, le ministère des Sports se sent beaucoup plus impliqué que le ministère de la Santé. On avait espéré obtenir un amendement sur le financement de l'APA
lors du PLFSS 2024, mais au dernier moment, il était retiré a priori par la première ministre de l'époque et puis le ministre de l'économie. Ils n'ont toujours pas compris qu'investir un peu d'argent au départ, ça permet d'en économiser au moyen terme. C'est un peu malheureux. Il y a quelques études qui le prouvent. Il y a une étude en particulier sur le cœur qui montre qu'au bout de 6 mois, on peut diminuer de 30% les dépenses de santé. Donc c'est quand même... mais visiblement, on n'arrive pas à faire passer le message. Et mauvaise écoute au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Pareil, très intéressé, mais on nous dit que ce n'est pas possible de mettre en place. Donc c'est dommage parce que notre jeunesse est vraiment en grand danger. Le positif, par contre, il y en a quand même. On a quand même une prise de conscience de la part de certains politiques. Et là, pour la première fois, le ministère de la Santé s'appelait ministère de la Santé et de la Prévention. Malheureusement, je crois que le nier intitulé « mot prévention » a disparu. Ce qui est un peu symptomatique. Donc on a une application constante du ministère des Sports et des Jeux Olympiques 2024. Le message diffuse de plus en plus dans les médias malgré tout. Puis on a eu la grande cause nationale activité physique et sportive en 2024, où il y a eu quand même pas mal de mesures qui ont été proposées. Maintenant, il faut continuer, bien évidemment. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont permis de faire passer des messages et de montrer qu'il y avait un véritable engouement. Maintenant, il faut transformer l'essai. On a eu quelques avancées sur le financement de l'APA à visée thérapeutique au niveau du diabète et du cancer. On attend des décrets d'application parce que figurez-vous que la loi de 2022, les décrets d'application ne sont toujours pas totalement sortis, donc ça avance gentiment. On devrait avoir effectivement probablement un financement sur le diabète. Sur le cancer, il y a déjà des financements pour les bilans. Et puis en 2024, on devait avoir 12 millions de financements pour les maisons sport santé. Mais il semblerait que finalement, il y ait quelques coupes qui étaient décidées. Donc ça ne sera plus 12 millions, ça sera nettement moins. On a eu un accueil positif de la CNAM et de la Mutualité française, donc malgré tout, le message diffuse progressivement. Il y a une vraie attente des acteurs de l'activité physique et sportive et de la santé. Et puis je pense qu'il y a une prise de conscience progressive de la population des bienfaits de l'APS. À force d'en parler, le message est en train de passer. Voilà, je vous remercie de votre attention.